Donc, Anaïs Stamfli de l'Université de Grenoble a fait le mémoire de master publié en ligne et intitulé La cacophonie des Romains antillais, de l'énonciation à l'interprétation. Anaïs Stamfli a obtenu en 2011 un contrat doctoral à l'Université Stendhal de Grenoble pour réaliser un travail de recherche sur la coprésence de langues dans le roman antillais contemporain. Dans le cadre de cette étude, elle s'intéresse au positionnement linguistique de Simone Schwartzbart, Maryse Condé, Daniel Maximine, Raphaël Confiant et Patrick Chamoiseau. Elle a obtenu en automne. Je suis fatiguée. Donc, elle a obtenu en automne 2011 une bourse de mobilité internationale qui lui a permis de réaliser en printemps 2012 un séjour de recherche en Martinique dans l'équipe de CRI Lâche, au sein de laquelle elle a mené une série d'entretiens à propos du plurilinguisme et à l'œuvre dans le roman antillais francophone. Je te laisse la parole. Merci beaucoup pour cette présentation et à mon tour je vous remercie les organisatrices de me donner la parole aujourd'hui. Je suis très contente d'être parmi vous et donc je vous propose de poursuivre notre parcours autour des nouvelles voies, images et identités émergentes de la périphérie des villes françaises, en nous intéressant pour finir à la périphérie des périphéries, c'est-à-dire aux banlieues d'espaces qui sont considérés eux-mêmes comme périphériques à la France, c'est-à-dire les départements d'outre-mer. En Martinique et en Guadeloupe, depuis les années 2000, à peu près, émerge une nouvelle génération d'écrivains qui s'intéressent aux périphéries urbaines des grandes villes insulaires, aux périphéries de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France. On peut penser à Alfred Alexandre, qui ancre ses romans dans les banlieues de Fort-de-France, qu'il compare, de par des emprunts lexicaux, au township d'Afrique du Sud. Donc, c'est une comparaison lexicale qui est intéressante à étudier. Vous pouvez découvrir son univers périurbain dans Bord de Canal et Les Villes Assassines, que je vous ai mis en bibliographie si ça vous intéresse. Je voulais également évoquer, en parlant de cette nouvelle génération des années 2000 d'écrivains antillais qui s'intéressent aux banlieues, le confrère d'Alfred Alexandre, qui se nomme Jean-Marc Rosier, qui a beaucoup également écrit sur les banlieues la banlieue de Fort-de-France, la banlieue foyalaise comme il l'appelle, qui est le point de départ des intrigues de ses romans. Il a même mis, Jean-Marc Rosier, en place un concept pour saisir la particularité de ces banlieues insulaires. En fait, il a inventé un concept, il parle d'urbanile. Lors d'un entretien non publié que je vais citer à l'instant, il évoque justement, il définit ce concept et il évoque cette urbanité qui n'est plus cantonnée à la ville, mais qui déborde du cadre de la ville et qui se répand tentaculairement sur toute l'île, ce que j'appelle l'urbanile. Et pour moi, l'urbanité n'est plus relative à l'urbain, à la ville. L'urbanité, c'est un concept transfrontalier, il dépasse le cadre de la ville. Aujourd'hui, vous allez à Sainte-Marie ou Gros-Main, ce sont de petites villes isolées dans la campagne martiniquaise. Donc Sainte-Marie ou Gros-Main, qui sont réputées pour être des villes rurales. L'urbanité y est aussi présente qu'à Fort-de-France, par les attitudes des jeunes, dans les comportements, etc., etc. La ville est présente partout aujourd'hui. La campagne n'y est plus. Si la Martinique était un grand pays où vous avez des arrière-pays, ça aurait changé la donne. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la Martinique est une urbanile. Voilà sa conception de l'urbanile. Autrement dit, en fait, il considère que la Martinique tout entière est une urbanile, car les situations et problèmes et cas de figure qui sont habituellement propres aux villes et à leur périphérie, donc en l'occurrence dans ces romans, il parle de problèmes de drogue, de violence, de trafic, de prostitution, etc. Tous ces éléments se retrouvent sur toute l'île sans distinction entre les espaces. Il développe cette vision de l'urbanile dans son épopée romanesque Noir Néon, qui est également présente en bibliographie, où de mystérieux personnages évoluent dans l'urbanile martiniquaise. Donc ça, c'était pour ces deux confrères martiniquais que je vous ai rapidement évoqué l'œuvre, donc Alfred Alexandre et Jean-Marc Rosier. Mais je vous propose maintenant de changer d'île, de passer de la Martinique à la Guadeloupe.
pour s'intéresser à l'écrivain dont je vais parler aujourd'hui, Franck Salin, plus connu sous le pseudonyme de Franquito, qui est un écrivain guadeloupéen né en 1973, qui a grandi en Guadeloupe, passé son enfance en Guadeloupe, et qui est venu à Paris pour ses études et vit actuellement à Paris. Rapidement, cet auteur a plus d'une corde à son arc puisqu'il est à la fois romancier, dramaturge, un fait annexe à la problématique qui nous occupe aujourd'hui, mais quand même important. En fait, il est l'auteur de la première pièce de théâtre en langue créole qui a été présentée à la Comédie Française, Baudelin-Mou, pas loin, en 2005. Donc Franquito est romancier, dramaturge, journaliste, spécialiste de la Caraïbe et de l'Afrique, et également réalisateur. Et il a réalisé un documentaire, L'Appel du Tambour, qui a été programmé dans plusieurs festivals. Mais c'est au romancier que je vais m'intéresser aujourd'hui en appliquant ma réflexion sur ces deux romans. Pointe-à-Pitre Paris, publié en 2000, et L'Homme pas Dieu, publié en 2012 et qui a reçu en 2013 le prix Carbet des lycéens. Pointe-à-Pitre Paris évoque la vie parisienne de Frédéric, un jeune Guadeloupéen qui est venu faire ses études dans la capitale. Donc on a une teneur autobiographique dans ce roman qui est assez forte. Et donc dans Pointe-à-Pitre Paris, le protagoniste Frédéric est un rêveur qui, comme beaucoup de jeunes antillais, s'est construit avant de venir à Paris une image idéalisée de la métropole qu'il voyait comme une sorte d'Eldorado où tous ses rêves pourraient se réaliser. Mais une fois que Frédéric débarque à Paris et dans sa banlieue, il découvre un autre monde où se développe précarité, racisme. Mais Pointe-à-Pitre Paris ne tombe pas dans cet écueil des clichés de récits misérabilistes d'une intégration ratée. Grâce à son humour et à sa poésie, Franquito nous fait partager des visions imaginatives et des images très poétiques qu'aimait le narrateur, le personnage principal. Avec L'Homme pas Dieu, on se retrouve, ici on est encore en Guadeloupe, on se retrouve dans l'urbanile, j'applique le concept de Jean-Marc Rosier dans l'urbanile guadeloupéenne, pour suivre le parcours d'Albert Gouty, un professeur de sciences physiques à Pointe-à-Pitre, accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. C'est un roman policier à tendance picaresque, qui s'appuie sur le récit de cette fuite d'Albert Gouty pour dépeindre de manière burlesque les dérives de la société guadeloupéenne actuelle. Donc, je vais le préciser au départ, avec Pointe-à-Pitre Paris et L'Homme pas Dieu, il est question de deux espaces différents à ne pas mettre sur le même plan. Donc, la banlieue parisienne perçue par un étudiant guadeloupéen et les bas-fonds de l'urbanile guadeloupéenne qui sont traversés par un fugitif antillais. Mais on retrouve dans ces deux romans, et dans la description de ces deux espaces, un même humour noir, une même écriture imagée que je vous propose d'analyser à travers mon exploration de l'imaginaire de la banlieue selon Franquito. Donc je vous proposerai dans un premier temps de voir que selon Franquito, dans les romans de Franquito, la banlieue est un espace multiculturel qui se fait terrain de rencontres linguistiques. Je proposerai ensuite de constater la particularité de son regard avec l'ancrage entier qu'il nous propose, qui permet de porter un regard neuf sur la banlieue. Je vous ai mis sur la fiche que vous avez distribuée les trois actes que vous visitez. Et je vais finir par observer donc, ce regard exogène qui permet, donc ce regard de l'antillais venu de Guadeloupe et pour découvrir Paris et sa banlieue, et donc ce regard exogène qui permet au romancier de porter un discours engagé, sans tomber dans l'écueil misérabilisme, et on va voir les stratégies qu'il utilise pour contourner ces clichés. Donc, commençons avec la banlieue selon Franquito, qui est un espace multiculturel, terrain de rencontres linguistiques de différents horizons. En fait, dès les premières pages de Pointe-à-Pitre Paris, l'accent est mis sur l'aspect multiculturel de l'univers de Frédéric, donc cet étudiant qui débarque à Paris. Je vais citer un passage. Des visages par milliers,
beige, rond, marron, long, noir, bridé, rose, maigre, blanc, gai, jaune, triste. Comme mon université est en banlieue, elle est pleine d'étrangers et de fils d'immigrés. J'y ai sympathisé avec un groupe d'étudiants qui me font rêver. En général, après les cours, d'autres petits groupes se forment à la fac. Les roses avec les roses, les marrons avec les marrons, les jaunes avec les jaunes. Si bien que David, Bertrand, Yama, Sofiane et moi, on nous a surnommé la bande des joyeux UCB comme United Color of Benetton. En effet, dans son groupe d'amis, Bertrand est français, David l'est aussi, c'est un juif qui vient de Provence, Sofiane est originaire d'Algérie, Yama vient du Cambodge, donc c'est vraiment... on saisit très tôt l'importance de cette mixité culturelle pour Frédéric, qui ne se contente pas dans une université mixte, il tient à se lier d'amitié aux autres, à s'enrichir des différences de ses camarades. Ses intérêts se remarquent à plusieurs occurrences. Par exemple, Frédéric se délecte des potentiels gastronomiques de ce brassage culturel. J'ai relevé les impressions du protagoniste lorsque la bande UCB se retrouve au restaurant tenu par un cousin de Sofiane. Au Palais d'Orient, c'est tout petit. Il n'y a pas de coin non-fumeur, ni de cuisine d'ailleurs. Sur fond de musique rail, on prépare, on fait cuire, on fait frire, on mange, on boit, on fume au même endroit. Le mélange d'odeurs et de langues est terrible, j'adore. Pendant que Sofiane parle avec le serveur dans une langue de laquelle en 15 minutes sortent plus de H aspirées que je n'en ai jamais utilisé de toute ma vie, David et Yana dévorent leur barquette merguez fraise et Bertrand et moi, merguez frites, pardon. Et Bertrand et moi mettons à mort de beaux sandwichs grecs accompagnés de coca bien glacé, tout ce qu'il y a de plus nourrissant. Donc on voit ici cette sympathie pour les apports culturels de tout horizon qui transparaît dans les langues, qui transparaît également dans la langue d'écriture de Franquito, puisqu'on retrouve dans son texte des mots arabes. Donc je n'ai pas fait de relevé aussi précis que ma collègue, mais par exemple j'ai noté un passage où une discussion se termine par de gros halouf. Il y a des mots anglais aussi, beaucoup de mots anglais, parce que cette langue est adulée par les jeunes de la banlieue, elle est l'emblème des dernières tendances et peut-être encore d'un certain American Dream. Lorsque la bande UCB projette de passer la soirée au Lemon Tonic, c'est une boîte branchée du quartier latin, cela nécessite pour eux une préparation particulière. Je cite, « Ce soir-là, il fallait que nous soyons branchés. Donc nous ne serions ni antillais, ni guadeloupéens, ni nègres, mais blacks à l'américaine. C'était le concept à la mode. Tout l'après-midi, nous avions, en prévision de la soirée, parlé un français très in, farci de mots anglais et légèrement gratiné à l'accent américain. Yeah. » Donc voilà cette fascination pour l'anglais qui se retrouve dans le vocabulaire avec beaucoup de mots anglais. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'ils sont restitués phonétiquement tels que les Français les prononceraient. Donc cette particularité de transcription donne une connotation humoristique à ces emprunts, comme si l'auteur se moquait à la fois de l'obsession pour l'anglais et qui contraste avec notre accent terrible en anglais. Par exemple, les personnages se disent bye-bye, écrit B-A-B-A-Y. Dans L'Homme pas Dieu, également, les personnages vont au WC, accent aigu C, et une conquête d'Albert, le personnage principal, le traite de W, D-A-B-U-L-I-O-U, en référence à George W. Bush, pour le surnommer, pour vous dire que c'est un homme sans cœur. Donc il y a toujours des emprunts à l'anglais qui sont transcrits phonétiquement en français. Il y a également, je vous parlais de brassage de linguistique, il y a aussi, on retrouve bien sûr les codes langagiers propres aux banlieues. Donc on peut penser au berlan, qui a une place importante. Donc, il y a les questions de cum, de se taper une segla, de déménager de chez les remparts. Il y a même une certaine esthétisation du berlan avec des rimes mises en place. Par exemple, page 142 de Point de Papier de Paris, il n'y a rien de neuf niveau meuf, s'indigne un ami de Frédéric. Non, bref, le berlan est bien présent. Et bien sûr, donc, je parlais de l'arabe, de l'anglais, du berlan, mais la langue invitée principale est le créole, dû aux origines du personnage et de l'auteur. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que Franquito porte un regard entier sur ce milieu, sur la banlieue. Et il ajoute sa touche créole donc à toutes ces langues brassées qui se rencontrent en banlieue.
Donc on a j'ai fait une liste mais je n'aurai pas le temps de tout citer, on a des proverbes insérés en créole, des interjections créoles qui surgissent comme de manière presque incontrôlée. Et en fait, je voulais juste rappeler que les langues créoles sont le résultat de la mise en contact du temps de l'esclavage entre les populations européennes, africaines et caribéennes. Et devant donc la nécessité d'établir d'urgence un moyen de communication, ces différentes populations ont mis en place une langue hybride, donc le créole, faite de bribes de chacune de ces langues. Et en fait ici, on peut avoir l'impression que Franquito reprend ce processus de créolisation, le terme est un glissant, en transcrivant la rencontre de toutes les langues des banlieues et du créole qui en fait partie. Donc ce serait une créolisation qui a lieu à la banlieue, une créolisation culturelle et linguistique. Donc on peut relever plein d'expressions franco-créoles, donc il y a des collages que fait Franquito. Par exemple, il parle non pas d'un globe trotteur, mais d'un globe coqueur. Coquet en créole signifie par l'amour. Il parle également à un moment du zouk saucisson. Donc on a de vrais collages et une vraie créolisation. Les langues viennent se rencontrer chez Franquito. Et donc cette implication est même travaillée sur un plan plus poétique, avec le rapprochement du créole et du français par des rimes communes. Je vais vous lire un passage pour vous donner une idée de ces rimes travaillées. Toujours dans Port d'Apitre Paris. Normal, comme un maréchal sans cheval qui, sous une pluie hivernale, après une bacchanale infernale, debout sur une roche bancale, trempe son long cale sans poil dans le frais d'un banal canal du petit canal. Tu vois, je tiens une forme phénoménale. Allô, Timal, pas fait couchal, bin babou, bon, au moins bon pâle. Donc voilà tout ce travail et cette manière de relier les langues par les rimes. Donc l'œuvre de Franquito est bien ancrée dans un processus de création langagière et d'hybridation de plusieurs langues, de plusieurs cultures, pour dire au mieux la mixité culturelle des banlieues. Avec un regard particulier, avec un ancrage peut-être plus axé sur le côté antillais, sur lequel je vais m'intéresser dans un second temps, donc à ce regard exogène, ce regard du Guadeloupéen venu découvrir Paris et sa banlieue, et apporter un regard neuf sur cet espace. Et en fait, c'est intéressant parce que en faisant venir son personnage des Antilles, Franquito se range dans la longue lignée des auteurs qui optent pour auteurs de récits de voyage qui optent pour un regard exogène pour donner avoir une vision nouvelle d'un paysage qu'on connaît tous très bien. Grâce à la distance permise par le regard étranger, il va vous permettre de redécouvrir, revisiter ce lieu sans connotation et sans cliché. Donc, L'homme pas Dieu bénéficie de la même construction en fait. Dans sa fuite, Albert Gauthier, qui ne sortait pas beaucoup de chez lui, va être amené à découvrir des lieux dont il ignorait l'existence même. Et ces découvertes vont créer chez le protagoniste une prise de conscience, comme s'il évoluait dans une sorte de voyage formateur au travers de son île. On peut d'ailleurs voir dans L'homme pas Dieu une allusion à un célèbre récit de formation lorsque Albert Gauthier, donc le héros fugitif, s'aventure dans un squat de drogué et il reçoit une balle dans la fesse. Je cite, dans un recoin du squat, il s'assoit sur sa fesse valide et entreprend de réfléchir aux moyens de s'extirper du merdier dans lequel il s'est fourré. En fait, là, on peut voir une allusion à un personnage de Candide de Voltaire, donc un grand roman de formation, récit de voyage et de formation, qui a connu les mêmes mésaventures, auquel on a coupé une fesse. Et donc cette allusion littéraire qui, je pense, est voulue et travaillée, un épisode de Candide permet d'apporter une touche d'humour à une scène très sombre, puisque cette scène dans le squat est assez lourde à lire. Et elle permet également de confirmer mon hypothèse selon laquelle l'auteur a des affinités avec le récit de voyage, avec ce genre, par le biais du regard de l'étranger, regard étranger du protagoniste, on peut offrir une nouvelle vision d'un lieu qui nous est commun, enfin qu'on connaît tous. Voilà pour ce qui est de L'homme pas Dieu. Pour en revenir à Pointe-à-Pitre, Paris, le regard distancé de Frédéric, donc qui découvre Paris, confère une teneur humoristique et poétique au récit. En fait, je vous l'ai déjà annoncé en introduction, Frédéric est un grand rêveur qui décrit le monde
qui m'entourent d'une manière métaphorique. Le quotidien de la vie en banlieue est ainsi perçu avec une légèreté imagée. Après avoir connu le climat tropical de la Guadeloupe, il découvre par exemple que sa cité nommée Froidure porte bien son nom puisqu'elle est en fait, parce que dans cette cité, l'air était, je cite, était frais comme le frais d'un réfrigérateur. Donc il fait ici une comparaison née de sa constatation des changements climatiques qu'il n'a pas connus auparavant. Mais, je cite, les arbres en hiver ne sont plus tristes, ils ont déjà pleuré toutes leurs feuilles. Donc il constate, parce qu'il n'a pas connu aux Antilles le changement de saison, parce que le climat tropical est régulier, enfin, n'a pas les mêmes variations de saison, donc il découvre que les changements de saison en métropole, il en est ému et il raconte les transformations de son paysage de banlieue au fur et à mesure au fil des saisons. Donc il est au stade avec beaucoup d'images, beaucoup de comparaisons et de métaphores pour nous faire partager ces découvertes qui nous paraissent communes à tous. Mais Fred s'habitue bien vite à la vie en banlieue parisienne et constate, je cite, que sortir dans Paris sans argent, c'est comme entrer dans la jungle sans machette. Donc cette comparaison est exotique, prête à rire, tout en permettant d'aborder un des problèmes du coût de la vie chère à Paris. Donc j'ai fait relever cette citation pour vous montrer que le regard étranger permet de relever des éléments auxquels on est accoutumé et qui ne choquent même pas les Parisiens, habitués à côtoyer certaines réalités, et notamment notre réalité est habituée à ignorer la misère. En fait, il est à plusieurs reprises question dans cette œuvre de l'isolement des mendiants. Il décrit, il est choqué par des mendiants qu'il croise dans le métro et ailleurs. Donc ici, on a un œil nouveau, l'œil nouveau de l'étranger qui est choqué par ce manque de solidarité et pointe du doigt ce défaut. Il pointe du doigt également quelque chose qu'il n'a pas connu en Guadeloupe, donc petite île au climat assez de proximité due à l'espace insulaire. Donc il pointe du doigt également l'anonymat qui règne dans le métro, qui l'a vraiment frappé et auquel il n'était pas habitué en Guadeloupe. Il évoque longuement, je vais peut-être vous citer un petit extrait, dans le train, tous les matins, je vois les mêmes visages qui semblent se traverser du regard. Il flotte une tension créée par la somme des problèmes retenus par chacun et l'effort employé à s'ignorer. Les visages luttent contre l'explosion de l'expression. Ne pas exprimer sa joie, ne pas exprimer sa peine, ne pas exprimer son désir, ni son désespoir. Les passagers s'auto-contiennent du regard et les sentiments contraires remontent à fleur de peau, comme un vomi qu'ils veulent retenir. Donc, le regard entier apporte donc une certaine fraîcheur et redécouvre ces réalités à laquelle on est accoutumé. Donc j'ai parlé du changement de saison, mais également de problèmes liés à la configuration parisienne de Paris et de sa banlieue, donc des problèmes d'anonymat, d'isolement, etc. Je voulais maintenant rapidement évoquer certaines comparaisons culturelles qui sont faites. Franquito joue également avec la rencontre des différentes coutumes qui ont lieu en banlieue pour tisser des liens entre les cultures en mettant en place un réseau de comparaison. Je vais reparler du domaine gastronomique qui revient justement chez Franquito, où il fait des comparaisons entre certains plats. Par exemple, il évoque le cousin de Sofiane, je cite, qui nous offre des loukoums, sorte de petits doukouns colorés par lesquels nous terminons notre repas. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les loukoums ne seront peut-être pas éclairés par la définition de l'équivalent doukoun. En fait, c'est une pâtisserie antillaise, donc des petits gâteaux secs avec une pâte dense. Et donc en fait, il cherche un équivalent. Et donc en ce faisant, il crée un pont entre la pâtisserie arabe et la pâtisserie antillaise. Donc il fait des associations, des ponts entre les différentes cultures qui se voisinent en banlieue, dans la banlieue du moins où il vit. Et de manière moins anecdotique, en fait, il fait d'autres associations plus lourdes de sens. Lorsque Frédéric se fait poursuivre dans le métro par une horde de chiens et d'agents de la RATP parce qu'il n'a pas payé son ticket, en fait, cette traque l'impressionne vraiment et lui fait penser, il fait un bond dans l'histoire, aux esclaves qui prenaient la fuite des habitations, donc aux esclaves fugitifs qui étaient poursuivis par de sanglants molosses qui étaient lâchés par leur maître et ordonnés de mordre
des fugitifs. Donc je vais rapidement citer un extrait où vitesse. Mes talons touchaient mes fesses tellement j'allais vite. Lorsqu'ils lâchèrent leurs chiens, les vers de Sonny Rupert se mirent à faire écho dans ma caboche. Chien varez-moi, chien forez-moi, chien varez-moi. Qu'on n'importe qui j'en ferait bien. Chien à oreilles la forez-moi. La traduction en française de ces vers de Sonny Rupert, ce sont « Les chiens m'ont happé, de leurs dents ils m'ont foré. Les chiens m'ont coursé, comme un vulgaire gibier. Les chiens du blanc m'ont happé. » Donc ces vers en créole, en fait c'est un extrait du poème Le Dameur, écrit par Sonny Rupert. Sonny Rupert, c'était un qui a vécu de 1941 à 1991, un grand poète guadeloupéen, très engagé pour la reconnaissance des crimes commis sous l'esclavage et de la cruauté des traitements infligés aux esclaves. Et en fait, cette comparaison avec cette image de la course des esclaves témoigne déjà d'un traumatisme hérité des ancêtres, qui perpétue cette mémoire des traitements inhumains infligés aux esclaves. Mais on peut également voir ici une pointe d'accusation face aux moyens disproportionnés déployés pour courser quelqu'un dont le simple tort a été de ne pas avoir payé de ticket de métro. Donc vous voyez, il faut encore que la position d'étranger, le regard exogène de Frédéric lui permet de soulever certaines inégalités parisiennes avec le regard surpris de l'étranger et donc de relever certaines inégalités. Et je reviens donc à mon troisième et dernier point qui sera rapide sur ces inégalités qui sont en fait relevées avec une certaine gouaille qui permettent de sortir du cliché du récit misérabiliste sur l'évolution ratée des jeunes immigrés en banlieue. Un critique a écrit que Franquito, je cite, à la manière d'un photographe, prend le temps de zoomer sur des situations extrêmement violentes et douloureuses en les rendant accessibles par la gouaille et le détachement du narrateur. En fait, c'est exactement l'expression que l'on a dès la lecture des premières pages de L'Homme pas Dieu, où il fait un zoom, en fait, donc le héros se fait agresser par un Babylone, c'est qu'il nomme les policiers, qui met sa botte sur sa face, et de manière si proche qu'il peut distinguer, puisqu'il y avait sur la botte, le policier a marché sur une croix de chien, donc à quelle croquette le chien a été nourri. Enfin bref, c'est une image sordide, je n'ai pas le temps de vous le dire, mais à la fois emplie d'auto-ironie qui permet par l'humour d'alléger cette agression, enfin cette dénonciation de la violence policière dont il a été victime, puisqu'il n'était même pas coupable en fait lors de cette investigation. Donc beaucoup un grand sens de l'autodérision, je ne vais pas 0 minute, donc je vais conclure. Je ne vais pas détailler, mais je voulais juste, par conséquent, retenir avec vous que l'ironie de Franquito lui permet d'aborder de manière détournée, allégée, des sujets graves qui touchent les banlieues parisiennes et de Pointe-à-Pitre. Je n'ai pas trop eu le temps de développer Pointe-à-Pitre, mais il y aurait aussi beaucoup à dire. Dans Pointe-à-Pitre, Paris, une nouvelle vision de la banlieue parisienne nous est livrée grâce au regard poétique et humoristique de Frédéric, qui est fraîchement arrivé des Antilles. Et ce regard exogène sert de support à une dénonciation des dysfonctionnements de la société parisienne. Mais ce tableau donc, du travers de la banlieue parisienne est contrebalancé, nuancé par une description élogieuse de l'énergie qui se dégage de ces rencontres culturelles qui ont lieu en banlieue. Et donc je vais laisser le mot de la fin à l'écrivaine Marie Scondé, qui voit en Franquito une nouvelle voix, ou plutôt un nouveau son dans la littérature antillaise qui décoiffe et qui cogne de par son aspect engagé. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.